Laissez-moi vous raconter une des histoires les plus folles qui m'est arrivée de toute ma vie. Les filles, on est coincés. Avec à la clé une destination incroyable et unique. Oh Dieu. On commence à monter, je regarde déjà. Mettez-vous à l'aise, mettez-vous confortable et laissez-moi vous raconter cette histoire incroyable qui m'est arrivée. J'ai quand même envie de commencer cette vidéo-là en gardant la destination finale secrète, mais tranquillement, vous allez comprendre où est-ce que je vais. Alors là, sachez que j'ai fait une constatation incroyable, c'est que je suis rendu vieux. Et vous savez pourquoi? Parce que maintenant, on va dans un endroit avec beaucoup de forêt et forcément, comme un père de 40 ans, j'ai des chaussures de marche et bientôt, je vais acheter un vélo. Mais là, j'ai très hâte, on est parti. Je vous dis toujours pas où est-ce qu'on va. Dans tous les cas, je garantis qu'on a plus de chances de croiser des caribous et des élans que des vrais humains. Donc c'est ça qui va être merveilleux. Alors pour ceux qui ne savaient pas encore, je suis canadien. C'est-à-dire que j'ai vécu presque toute ma vie ici au Canada. Et pour ceux qui ne savent pas, on m'appelle également Mr. Worldwide parce que j'ai une communauté qui me suit de partout à travers le monde. Et dites-vous que ça fait des années que j'ai toujours voulu vous amener dans l'endroit pour moi le plus incroyable de tout le Canada. Il y en a qui mettent en fait l'embarquement. C'est nous ça, c'est nous. Je vous dis tous mes Québécois qui me regardent là, vous savez très bien que cet endroit là, personne n'y va. Sauf j'ai tellement hâte d'y aller, vous comprenez même pas à quel point. J'avais tout prévu, je savais totalement qu'on allait dans un petit avion, donc j'ai pris l'endroit avec le bleu et la porte de sécurité. Donc si on meurt les premiers, mais au moins on a de l'espace. Pour les jambes. Ouais. J'ai pensé à tout, le confort avant tout. On meurt en toute dignité. Allez, mon père vient juste de m'appeler alors que j'allais mettre le mode avion. Il m'appelle pour me dire quoi? Tu sais qu'en direction de Terre-Neuve, il y a une grosse tempête. L'ouragan Larry a atteint Terre-Neuve ce samedi vers 1h30 du matin avec des vents de 130 km/h. Avec style, je vous l'ai dit, avec confort, au moins on va être à l'aise. J'ai pu trouver l'endroit qui pour moi est le plus incroyable de tout mon pays et je pense sérieusement que beaucoup de personnes qui vivent au Canada ne savent même pas que cet endroit-là existe. Alors c'est ainsi qu'on va commencer notre aventure incroyable en compagnie de mon ami David et on part vers la destination de Terre-Neuve. Nous y sommes enfin. Je peux retirer mon masque et respirer l'air de Terre-Neuve. De l'air de qualité là. On est actuellement dans une ville où il y a 6000 personnes. Je savais pas que c'était possible qu'il y ait un aéroport ici. 6000 personnes et dites-vous que dans les alentours, c'est probablement la ville avec le plus de population ever. Mais c'est loin d'être terminé parce que notre destination finale se trouve à 6 heures de route. Dites-vous qu'on part de là et on fait tout ce trajet vers la zone secrète que je vais vous flouter. Ah ouais, on est organisé, les maps imprimées ici, attention. Je vous l'ai dit, on va dans le Deep Canada. On récupère la voiture de location qui a été hyper galère d'ailleurs à louer. 3 mois d'attente pour l'avoir cette voiture-là. Je vous ai dit, on est dans un endroit où il n'y a personne. On vient à peine de sortir de l'aéroport et déjà il y a autant de forêts. J'ai jamais vu un panneau comme ça de ma vie. Regardez ça, le nombre d'accidents qu'il y a eu à cause des élans et des caribous. 3 en 2021 et 5 en 2020. C'était un moment incroyable où j'ai pu connecter avec Mère Nature parce que je vous jure, il y avait des forêts partout. C'est un feeling assez particulier à décrire parce que tu te dis que si tu tombes en panne, ben t'es dans la merde parce qu'il n'y a pas de réseau et surtout il n'y a personne sur les routes. Mais personne! Avant toute chose, on se dit qu'avant d'arriver à notre destination finale, il faut quand même profiter un peu des lieux. Et on en profite pour faire un petit détour vers le parc national de Gros-Morne. Les anglophones appelaient ça Gros-Morne. Gros-Morne qui est un parc national magnifique avec une vue exceptionnelle. Et on s'est renseigné, apparemment pour avoir la vue incroyable qu'on a vue partout sur les pamphlets, eh bien il fallait marcher à peu près 1h30. La vue la plus haute de ce coin. C'est le début de la marche, espérons que je ne serai pas trop fatigué. Et si je vous disais que ça a été l'une des épreuves les plus éprouvantes de toute ma vie. On n'a même pas atteint le sommet, regardez-moi la vue déjà. Elle est incroyable. J'espère que ma caméra rend justice un petit peu. Le meilleur investissement de ma vie. Et là on commence notre aventure et on tombe sur une meuf du Québec qui parle français et qui a une nouvelle particulière à nous dire. Mais hey, là je vous avoue, il y a une situation assez particulière comme quoi apparemment il y aurait 2 ours ici. Je suis pas rassuré, mais vous inquiétez pas, je les bats 1v1, pas de problème là. T'es prêt à te battre contre un ours? Let's go! En vrai de vrai, j'essaie de faire le mec serein parce qu'il y avait la caméra et tout, genre de la jouer cool. Mais je vous avoue que j'avais tout sauf envie de tomber nez à nez avec un ours. Bah écoute, s'il y a un ours, le but c'est quoi? C'est de parler trop fort, des grands mouvements puis de reculer en même temps ou... On fait les 1h30 de marche, un peu éprouvante mais ça va en vrai de vrai vu qu'on est des athlètes ici. Pour avoir enfin cette vue exceptionnelle que je voyais partout. Et là on se dit wesh, on s'est fait frauder, comment ça c'est pas la vue qu'on voyait sur les pamphlets, sur les magazines, sur les trucs? Très beau. Parle de moi j'imagine. Et c'est juste qu'on s'avait très mal renseigné et que la vue incroyable que je voulais voir se trouvait en fait là, au sommet d'une montagne, sur une montagne, j'ai jamais vu ça. De retour dans les aventures de Maddy l'explorateur, là on est
tout au bas de la montagne. Regardez ce qu'on va devoir monter. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air très à pic également. On commence à monter, je regarde déjà. Dites-vous qu'on nous a zéro prévenu et qu'on a su ça à toute fin, mais la montée plus la descente de cette montagne-là était de 25 km. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Ça devient de plus en plus à pic. Comme de fait, il faut utiliser ses bras également. C'est la première fois de ma vie que je fais de l'escalade. Bah de l'escalade, je sais pas comment on peut définir ça. Et apparemment, cette montée-là, elle est considérée comme très difficile. Donc ça me donne un peu de street cred. Regardez ça, à quel point ça pique. Quand même dangereux, on peut même pas s'accrocher aux pierres. Parce que sinon, ouh, éboulement. Mais malgré la souffrance, je tiens à dire que le paysage était exceptionnel. On vient de parler à quelqu'un qui nous a dit c'est le genre de mont qu'il faut vraiment pas prendre à la légère. Et c'est ce qu'on a un peu fait. On s'est dit sur un coup de tête pourquoi pas monter ça. Mais en vrai, on y est arrivé. Rien de rassurant pour l'instant. Ah, peut-être un loup. Ouais. Ça nous a pris 6h30 de temps. Et dites-vous que c'est juste le début des problèmes. Parce que je veux pas, comme je vous l'ai dit, notre destination finale se trouve encore à des heures de route de là. Et il y a un détail qu'on avait oublié. Vu que ça a pris beaucoup de temps de marcher tout ça, ben la nuit arrive. Et j'avoue, sur le chemin, j'ai voulu faire mon influenceur parce qu'il y avait des beaux paysages. Et c'est là que j'ai dit à mon pote David, viens, dès que tu trouves une petite sortie, viens, on se pose sur le côté, on prend des petites photos, des petites images et tout pour le vlog. On a vu une petite pente assez hors piste, j'avoue. Mais on voyait des traces de voiture, donc on se dit, y a pas de souci, on peut passer par là. Donc là, on descend la pente, on en profite, on fait plein de petites images, c'est merveilleux, c'est tout beau, c'est magnifique. Ben vous savez la pente hors piste que je vous disais là, ben on n'a pas réussi à la monter parce que notre voiture s'est coincée là-dedans. Les rayes, on est coincé. Alors là, juste imaginez le taux de stress qui arrive dans ma tête. Dites-vous, la nuit arrive, la voiture est coincée en plein milieu de nulle part, avec pas de réseau et surtout personne sur les routes. Et je sais pas si c'est une apparition divine ou peu importe, mais on a vu un monsieur qui nous a klaxonné, qui risque de venir nous aider. Voyons s'il arrive. Ouais, il est là. Le gars, il a klaxonné, il est venu nous aider, un monsieur trop gentil, il s'est fait chier pour nous aider. Plus de peur que le mal, on peut continuer notre route. Mais le seul truc, c'est que la raison pourquoi j'étais stressé, c'est le fait qu'il n'y a aucune connexion ici. On est vraiment au milieu de nulle part. On peut enfin prendre la route sereinement vers notre destination finale. On a été accueillis par une dame super gentille là-bas. Cet endroit-là, il y a seulement 200 personnes qui y vivent et sa maison faisait office d'hôtel. Elle a l'habitude d'accueillir les quelques étrangers qui viennent jusqu'à cet endroit-là, justement. Et après cette journée remplie de péripéties, on peut enfin s'allonger et dormir tranquille, malgré le fait que j'étais hyper excité pour la journée du lendemain. Alors, juste avant de vous parler de la destination finale que je vous tease depuis tout à l'heure, j'aimerais juste vous poser une question. Une question d'école, vraiment toute conne. Ambiance qui veut gagner des millions maintenant. Alors, pour $1 million, qui a découvert l'Amérique? Et là, je sais que la majorité d'entre vous, vous allez répondre Christophe Colomb, évidemment. Alors, j'ai pas spécialement envie de remettre en question toute votre scolarité, mais dites-vous que Christophe Colomb, c'est une fraude. Parce que si je vous disais qu'il y a déjà eu des Européens qui sont arrivés en Amérique avant Christophe Colomb, 500 ans avant. J'ai honnêtement connu personne qui est allé dans cet endroit-là, sachant que ça a quand même été un endroit découvert dans les années 70 et qui est aujourd'hui un patrimoine mondial protégé par l'UNESCO. Je parle ici bien sûr, mesdames et messieurs, de l'Anse aux Meadows, plus connu sous le nom de Vinland. Nous sommes enfin arrivés à destination. Là aujourd'hui, il y a beaucoup de nuages, il y a un peu d'humidité, beaucoup de brouillard. Ça commence à se dégager. Je me suis réveillé très tôt ce matin et on voyait pas du tout ce paysage là, c'était caché par la brume. Mais bref, enfin, je peux enfin vous annoncer où est-ce que nous sommes. On est quand même dans un endroit, dans un patrimoine culturel protégé par l'UNESCO. J'ai lu Wikipédia, monsieur. C'est fou de se dire que pas beaucoup de personnes connaissent cet endroit. Alors que bro, c'est un endroit chargé d'histoire. Dites-vous, les Vikings sont venus ici, ils ont parcouru ces mers. Là, dites-vous qu'on est même pas encore sur le site où est-ce qu'ils ont découvert tous les trucs en lien avec les Vikings. On va s'y rendre, mais là, il fallait que je vous montre un peu ce paysage là, cette ambiance, cette technologie du futur. Théma, la nouvelle Tesla. La pluie commence à devenir de plus en plus intense. La tempête arrive. Vite. J'ai parlé comme le gars dans Elisa de la jungle, tu connais? C'est une rêve pour les gens de culture. Damn, la pluie qui va niquer ma caméra. Allez, ouf. Voici les deux personnes qui ont découvert cet endroit historique, les deux archéologues et qui est Ansteen, OG, oh shit, c'est une real, et également Elge Instad, je dois vraiment bien le prononcer. C'est trop bien les gars,
pourquoi les gars? Ouais. Je suis pas inclusif en passant là. Salut tout le monde. On a tout le site à nous tout seuls. Et on va en profiter. J'ai envie de poser plein de questions aux gens qui sont ici. De la rencontre avec les Premières Nations qui vivaient ici, parce qu'il y en a eu. Est-ce que c'est bien passé? Est-ce que ça a été hostile? Je me pose la question, qu'est-ce que les Vikings mangeaient? Je me pose la question, comment ils vivaient? De toute façon, on va tout découvrir ça ensemble. Let's go, là, je suis trop hype. Ah, en plus, vous avez de l'eau sur la gueule. Attendez. Voilà. Pour tous mes frères qui vivent en Europe, dans le coin de la Méditerranée et tout, faut savoir que peut-être pour vous, un truc qui date de 1000 ans, c'est relativement accessible vu que l'histoire européenne a quand même été bien conservée. Mais ici, un truc qui a plus de 1000 ans, c'est excessivement rare. On y arrive, on y arrive, on y arrive. J'espère que vous voyez à peu près, mais la destination est juste ici. Bonjour mon brave. Vous êtes ici pour une quête? Donc, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a énormément de vent ici. Donc on va aller se mettre à l'abri et on va voir l'intérieur de la maison évidemment. Il y a des gens qui nous attendent et j'imagine qu'ils vont partager encore plus leur knowledge et tout ça. Non, les Vikings ils savaient se mettre bien là, on est quand même confortable malgré tout, malgré le fait que c'est du bois. Bon, j'ai pas l'air du tout confortable, mais là c'est parce que j'essaie de pas trop abîmer les choses. Après la guerre, le réconfort. Oh what? Ah ouais, là c'est énorme. Oh mon Dieu. Ceux qui étaient ici auraient été les ancêtres de ce que l'on a connu comme étant les Beothuk, qui ont été complètement disséminés par les Anglais quand ils sont arrivés ici. Ils faisaient des battues dans les forêts, là, puis tout ce qui bougeait, ils les tiraient. Là. Ils ont été complètement exterminés, ces gens-là. Là, ouais. Ici, sur le site, les archéologues ont retrouvé des anciens feux de camp qui datent d'il y a 5000 ans. Alors ça, c'est une notion qui est très importante. Puis je suis content que tu commences avec l'aspect des Autochtones, parce que c'est quelque chose qu'on tend à oublier. On les oublie, ces gens-là. Un des aspects qui est très important sur ce site-là, même si on peut pas prouver scientifiquement qu'il y a eu un contact ici même. On sait qu'ils les ont rencontrés et c'est ici, dans cette région-là, que la migration humaine sur la planète s'est terminée. Mis à part l'Antarctique, on a fait le tour de la planète et on s'est rejoint ici. Les recherches qui ont été faites ici, c'est assez précis. Ils savent qu'ils sont arrivés ici lors de leur premier voyage à l'an 1000, plus ou moins 1 ou 2 années. Ils auraient fait un minimum de 3 voyages, possiblement 5. C'est pas clair, les couches sous les feux, sous les piles de déchets. Et après ça, ils sont plus jamais revenus. Alors, on spécule, on a 2 hypothèses qui feraient le plus de sens là, pour nous, parce qu'on pense comme aujourd'hui. Hein? Mais dans cette époque-là, il y a 1000 ans, il y avait peut-être d'autres facteurs qu'on pense pas, nous. La première hypothèse serait que ça n'aurait pas été économiquement viable pour eux de voyager du Groenland, venir ici, s'installer 1 an, 2 ans pour ramener une ressource qu'ils avaient besoin au Groenland, qui était du bois, des arbres, comme ça. C'était une des raisons principales pourquoi ils venaient ici, selon les récits. L'autre hypothèse serait que, il y aurait eu des conflits avec les Autochtones. Quand on commence une relation avec un groupe de gens, avec une bataille, là, ça commence pas bien. Une réplique exacte, on voit même les traces du marteau. C'est incroyable. Et techniquement, les Vikings, ça leur prenait 2 ans pour faire ça. Aïe aïe aïe, voyons l'intérieur. Waouh! C'est énorme. Dites-vous que ça, c'est une reproduction qui a été créée dans les années 90. Elle a quand même coûté 1,5 million de dollars à produire. Et surtout, 3 mois de travaux. Là, j'ai l'honneur de pouvoir m'asseoir sur le trône du Jarl. Les Rey, c'est le moment. Déjà là, je me sens puissant, là, je me sens conquérant. Et je mets le casque. Mais ça te va bien quand même. Écoutez mes ordres, ok? Je vois rien. Et ce groupe-là de Norrois, ici, c'était pas un groupe là, très nombreux. Ils étaient en moyenne là, entre 80 et 90 individus par voyage qui auraient été ici. Chacune de ces maisons-là ont été utilisées dans chacun des voyages. Donc, un navire par maison comme ça ici, ce qui fait qu'il y aurait eu environ entre 80 et 90 personnes. Puis ça, la maison comme ici? Non, ici, ça aurait été une trentaine de personnes. Il y a 3 maisons principales comme celle-là qui a été retrouvée. Cette maison-là, ici, c'est une copie à l'échelle de ce qui a été retrouvé dans le sol. C'est pas juste une maison comme ça. Là. À cette époque-là, au Groenland, la population était entre 400 et 500, ce qui fait que ça ici, c'était 1/5 de la population du Groenland. À ce niveau-là, c'était énorme. Mais ils étaient probablement peu nombreux comparés aux Autochtones. Et si eux, ils ont commencé une relation avec les haches et les épées, je peux très bien comprendre les Autochtones. On va voir ces gens-là ici. Regardez-moi ça, une petite forge que là le vent
est devenu incontrôlable. Est-ce que vous entendez quelque chose? C'était une Porsche, c'est incroyable! Pour ceux qui me connaissent, je suis un giga touriste, donc forcément je vais acheter un truc ici là. Et ici surtout, on a une mixtape version viking, je pense que je vais l'acheter. Les images qu'on a de ces gens-là, c'est que ouais, c'est ça, c'était des barbares, c'était des gens cruels, qui pillaient puis qui violaient les femmes, et puis c'est pas vrai. Okay. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. C'était des gens en général qui étaient ordinaires comme nous autres. Ils étaient principalement des fermiers. Il y en avait qui étaient des marchands, donc ils voyageaient beaucoup. C'était des explorateurs, c'était les meilleurs navigateurs à l'époque. Ils avaient la meilleure technologie à cette époque-là pour naviguer. Et certains d'entre eux, ça donnait une activité en dehors du temps de l'agriculture là, pour aller piller. Et les histoires là, épiques là, de bataille, d'exploration, c'est ces histoires-là qui sont racontées. C'est comme aujourd'hui aux nouvelles, qu'est-ce qu'on entend? C'est toujours qu'est-ce qui est sensationnel. À cette époque-là, Sven et sa femme, dans les montagnes en Norvège, qui élèvent leurs cochons et leurs poulets là, avec les enfants, il n'y a aucune histoire par rapport à eux autres. C'est les histoires d'Éric le Rouge qui a battu des gens, qui a voyagé jusqu'au Groenland. Et puis, alors c'est ça, nous, qu'on pense de ces gens-là. Puis on sait aujourd'hui qu'il y avait plus de femmes qui étaient leaders à cette époque-là. Ils retrouvent de plus en plus des femmes enterrées avec une richesse, avec des épées, parce qu'on dit tout le temps que, ah non, les femmes, elles n'étaient pas des Vikings, elles étaient des Norroises, là, mais elles n'étaient pas des Vikings. C'est pas vrai. Les spécialistes de ces histoires-là sont en train de se rendre compte que, ben, certaines de ces histoires-là, c'est pas des hommes, en fait, c'est des femmes. L'immersion était totale, j'ai vraiment cru pendant un instant que j'étais dans un épisode de Vikings. Le seul truc que j'aurais kiffé vous montrer, c'est qu'on était très près de icebergs, de baleines et de dauphins. Malheureusement, il y avait énormément de vent. Mais quand je vous dis énormément, c'est vraiment beaucoup. Ce qui fait qu'il n'y avait aucun bateau qui naviguait malheureusement. Dites-vous que ça a été une des expériences les plus enrichissantes que j'ai faites de toute ma vie, que ce soit historiquement parlant ou juste le fait de connaître un peu plus mon pays. Et malheureusement, en tant que Canadien, on n'a pas la chance tout le temps de pouvoir voyager dans le pays. Sachant, comme je vous l'ai dit, les billets sont excessivement chers. Dites-vous que le trajet Montréal-Terre-Neuve m'a coûté le même prix que Montréal-Hong Kong. Ben ça a été incroyable pour moi parce que c'est comme si un peu on voyait l'histoire de l'humanité se dessiner tranquillement en allant dans cet endroit-là. Je me croyais vraiment dans un autre pays, genre je sais pas, en Suède ou peu importe, alors que j'étais littéralement au Canada. J'espère dans tous les cas que vous avez kiffé autant que moi. Dites-vous que c'est clairement un genre de truc que j'aimerais vraiment refaire, donc n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo là. 15 000 likes et je vous promets je refais un autre épisode de ça. On se dit à bientôt mes chers et n'oubliez pas, soyez conquérants comme les Vikings et non pas comme cette fraude de Christophe Colomb. C'est la jungle et si tu chasses pas, c'est toi qui vont dévorer. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin encore une fois. J'étais juste à dire qu'en gros, j'ai mon prochain clip qui sort ce vendredi. Donc n'hésitez pas à mettre les notifications. Et surtout, vous pouvez pre-save gratuitement le son qui sort encore une fois ce vendredi. Merci et des bisous. Je t'écoute. Combien j'ai mis dans la boute? Halt. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire quand j'ai pris une flèche dans le genou?